Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette neuvième vidéo entretien portant sur le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, auteur du célèbre Tractatus Logico Philosophicus. Alors, nous allons bientôt clore cette première partie de vidéo portant sur comme on l'appelle, le premier Wittgenstein, le Wittgenstein du Tractatus. Et nous allons aborder maintenant, ensuite, dans les vidéos entretiens qui vont suivre, le second Wittgenstein, celui qui va s'illustrer particulièrement dans son œuvre posthume, les recherches philosophiques. Philosophische Untersuchungen. Alors donc, aujourd'hui, nous allons aborder comme un thème qui va conclure, clore les vidéos précédentes concernant le soi, le je, le sujet métaphysique, comme l'appelle Wittgenstein. Nous allons en fait aborder une notion qui est rejetée, qui a mauvaise presse chez les philosophes modernes, contemporains, particulièrement. Pardon. Il s'agit de la notion d'esprit. Mind en anglais. Geist en allemand. Alors donc, inutile de vous dire que que l'esprit triomphe aujourd'hui. Hein. Tout ce que la philosophie cherche à faire, tout comme la science d'ailleurs, c'est d'éliminer l'esprit. C'est-à-dire de le réduire à quelque chose d'autre, en l'occurrence à la matière. Donc nous sommes dans une mouvance philosophique que l'on peut certainement baptiser ou désigner comme étant le matérialisme. La vieille philosophie issue de deux philosophes grecs anciens, Démocrite d'Albert et de Épicure d'Athènes. Démocrite, on le sait, est l'inventeur de l'atomisme, c'est-à-dire l'indivisible. Atomos veut dire partie. Atomos, c'est donc le sans partie. Il n'y a pas de partie. Donc, selon Démocrite, tout dans l'univers, la réalité qui constitue l'univers dans lequel nous sommes, et ça vaut également pour les dieux aussi, disait Démocrite, tout est constitué d'atomes, d'atomoi. À la bonne vôtre, à la santé de ces Grecs que furent Démocrite et Épicure. Alors, la philosophie de Démocrite et d'Épicure est particulièrement vivace aujourd'hui. Et le maître de Wittgenstein, sans véritablement épouser le matérialisme, fut très proche du matérialisme. Je reviens toujours à ce texte
de Russell, profession de foi d'un homme libre, ou credo d'un homme libre. Hein. Je cite à nouveau le passage que je vous ai déjà lu. Hein. Il revient, il faut constamment le relire, ce passage. Hein. Alors donc, Russell écrit que l'homme soit le produit de causes qui ne prévoyaient nullement la fin, qu'elles accomplissaient, que son origine, son développement, ses espoirs et ses peurs, ses amours et ses croyances ne soient rien d'autre que le résultat de collisions accidentelles d'atomes. Qu'aucun feu, aucun héroïsme, aucune intensité de pensée et de sentiment ne peuvent préserver une vie individuelle de l'atome, que tous les travaux des âges, toute la dévotion, toute l'inspiration, tout l'éclat de midi du génie humain, toute la dévotion, toute l'inspiration, tout l'éclat du midi du génie humain soit destiné à disparaître dans la vaste mort du système solaire, et que le temple entier de la réalisation de l'homme doive inévitablement disparaître sous les décombres d'un univers en ruine. Toutes ces choses si elles n'échappent pas à la discussion, sont néanmoins si proches de la certitude qu'aucune philosophie qui les rejette ne peut espérer tenir debout. Ce n'est que sur l'échafaudage de ces vérités, sur le fondement ferme du désespoir inébranlable, que l'habitation de l'âme peut désormais être bâtie en toute sécurité. Quel texte, encore une fois. Je me répète, je suis désolé, mais que je ne suis pas du tout russellien dans l'âme. Je considère que ce passage, ce paragraphe est d'un lyrisme touchant. Hein? Il y a là une émotion forte que le jeune Russell, hein, il a à ce moment-là, on est en 1903 lorsqu'il publie son texte, Le Credo d'un homme libre. Donc, si je fais le décompte, donc il a 24 ans, 25 ans, hein, à peine, lorsqu'il pond ce texte-là. Et comme j'ai déjà dit ici, l'allusion, la référence démocritienne ou épicurienne est on ne peut plus évidente dans ce texte-là, hein, quand il est question d'atomes, hein, que l'homme soit le produit de causes qui ne prévoyaient nullement la fin qu'elle accomplissait, que son origine, son développement, ses espoirs et ses peurs, etc., ne soit rien d'autre, hein, que le résultat de collisions accidentelles d'atomes. Ça, c'est clairement une référence à Épicure, hein, qui nous dit que les atomes, on ne sait pas d'où ils viennent, hein, peu importe, ils sont en chute. Hein, et le hasard fait qu'ils se rencontrent, qu'ils se frappent les uns les autres comme des boules de billard, et c'est ce qui constitue sans nécessité, hein, de manière accidentelle, écrit Russell, hein, il n'y a pas de nécessité à ça, c'est le pur hasard, semble-t-il, qui explique ces collisions, et donc ces êtres que nous sommes, non seulement en termes de corps physique, mais en termes de pensée, hein, les atomes sont responsables donc de notre univers de pensée, de notre esprit. Hein? Notre esprit n'est qu'une illusion, hein, par rapport à ce qui est, c'est-à-dire les collisions d'atomes et leur imbrication les uns dans les autres, hein, qui constituent
Donc, tout l'univers qui nous entoure et en particulier notre esprit. Donc, notre esprit, ça n'a rien d'une nature différente de, de la matière, des atomes, des molécules, etc. Hein? Alors, bon, donc il y a là implicitement la sagesse, appelons-la comme ceci, la sagesse du matérialisme, c'est plus précisément la métaphysique matérialisme. Ce qui est, à proprement parler, c'est la matière et ses configurations. Bon. Évidemment, la dernière phrase de Russell semble admettre l'existence de l'âme. Ce n'est que sur l'échafaudage de ces vérités, donc par nature matérielle, c'est sur la nature de ces vérités métaphysiques, c'est-à-dire le matérialisme, sur le fondement même du désespoir. Il n'y a pas d'espoir là-dedans, si ce n'est... il n'y a pas d'espoir là-dedans. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de bonheur. Hein? C'est juste comme ça. C'est ainsi, et l'homme doit s'y plier. Donc, sur le fondement ferme du désespoir inébranlable. Hein? Donc, il n'y a pas question d'espérer quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut nous donner l'espoir que l'habitation de l'âme peut désormais être bâtie en toute sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'habitation de l'âme peut désormais être bâtie en toute sécurité? En tout cas, il est question d'âme. Hein. Et j'ai déjà mentionné ce que j'ai appelé le subjectivisme de Russell, entre autres nommément dans juste un moment. Ah, j'ai pas le livre ici, dans Sciences et religion, que Russell va publier plus tard, dans les années 20-30, si je ne m'abuse. Et il y a ce chapitre Sciences et morale dans le livre Sciences et religion, où Russell pose là clairement le subjectivisme moral. C'est dommage, je ne l'ai pas à la portée de main. Bon, enfin, bref. Russell nous dit que les questions de valeur, les questions religieuses, n'appartiennent pas au monde des faits, hein, le monde extérieur. Hein. Exactement comme David Hume l'avait fait bien avant Russell, hein, où Hume avait posé une distinction radicale entre faits d'une part et valeurs de l'autre. Hein. Et les deux sont, comment dire, imperméables l'un à l'autre. Il n'y a pas de valeur dans les faits et il n'y a pas de fait dans les valeurs, si on veut dire les choses ainsi. Les faits, eux, appartiennent à la raison, font l'objet de la raison, et les valeurs sont en nous, dans nos feelings, disait Hume, en nous, dans notre subjectivité. Les faits, eux, sont objectifs, alors que les valeurs sont subjectives. Et je pense que quand Russell parle ici de l'âme et de toute l'expression émotive,
qui peut émerger des collisions d'atomes, ne sont que des projections que les êtres humains font sur les faits qui, en eux-mêmes, encore une fois, ne sont pas du tout euh, objectifs. Hein. Donc, il y a d'une part chez Russell cette idée d'objectivité d'une part et de subjectivité de l'autre. Wittgenstein, quant à lui, rejette cette catégorie, cette distinction-là entre objectivité et subjectivité. Il n'endosse pas du tout le, la distinction de Russell, qui lui-même la reprend, l'emprunte à David Hume. Et donc, du moins pour le Wittgenstein du Tractatus, l'esprit, c'est véritablement ce qui n'est pas dans le monde, ce qui est au-delà du monde, ce qui est source de sens, source de valeur, qui est la condition de possibilité du soi. Sans esprit, il n'y a pas de soi. Donc, l'esprit est par conséquent une donnée essentielle, importante, mais, selon Wittgenstein, n'appartient pas à notre monde. Hein? Et c'est, pour lui, du moins dans sa période tractatéenne, si vous me passez l'expression, l'esprit ne se laisse pas dire dans le langage. Hein. Il se dit maladroitement, mais il se montre cependant. Hein. Il se montre à travers le langage. Tout comme le sens d'ailleurs. Hein. Alors donc, moi, jeune étudiant au cégep, en tout cas à l'université, j'étais très heureux d'entendre quelqu'un qui ne niait pas, un grand philosophe qui ne niait pas l'existence de l'esprit. Ça m'a toujours paru, pour moi, incontournable. Mais pour bon nombre de philosophes contemporains, de penseurs d'aujourd'hui, l'esprit, ce n'est que chimère, qu'illusion. Ce n'est au fond que de la matière en mouvement. Point la ligne. Et comme le disait Épicure et Démocrite avant lui, à la mort, à notre mort, notre esprit va se dissoudre en atomes et va se reconfigurer selon une autre configuration pour former d'autres types de pensées, d'autres types d'esprit, quoi. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il est question d'esprit, on se sent un peu gêné. Et c'est pourquoi qu'on dit qu'on substitue au mot esprit le mot cerveau. Hein. On est plus sérieux. Hein. On parlait d'esprit, c'est un peu comme parler de religion, un peu parler de morale. Hein. C'est des choses qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas matérielles, et donc ça n'a pas véritablement de valeur en soi. Hein.
Alors, donc, d'où ce vocabulaire, comment dire, qui châtie la, qui châtie euh, l'esprit et toutes ces ramifications, hein. L'idée même, même, même opposée au matérialisme, une conception spiritualiste, hein, c'est pas sérieux, ça fait pas sérieux, il n'y a pas personne qui aujourd'hui ose revendiquer spiritualisme, hein, ou un spiritisme, hein. Alors donc, moi, je suis heureux d'avoir connu Wittgenstein parce que, au fond, je, en tout cas, le Wittgenstein du Tractatus, et ça vaut aussi pour le Wittgenstein de la seconde manière, euh, il m'a enseigné de tenir ferme à l'esprit, malgré sa négation, son mépris dans la philosophie contemporaine, hein, qui, encore une fois, est subjuguée, passez-moi l'expression, par le matérialisme, hein. J'aurais long à dire sur le matérialisme. J'y ai même consacré une série de vidéos que vous pouvez visionner, hein, sur la philosophie de la religion, où je relis l'ouvrage de Edward Feser, La dernière superstition, suivant laquelle, la dernière superstition, c'est pas la dernière, mais la première et la dernière, c'est-à-dire le matérialisme. Alors je pense que Russell était non pas comme tel un matérialiste pur et dur, mais proche du matérialisme, et il a tout mis au rebut, tout le langage de l'esprit, dans la poubelle euh, du, du matérialisme, hein, excusez-moi, dans la poubelle du subjectivisme, hein. Il y a quand même chez Russell cette admission d'une contrepartie à la matière, au matérialisme, qui reste au-delà de la science et donc pas très source de vérité. Alors, je m'arrête là-dessus et évidemment on reviendra là-dessus, sur cette idée fondamentale que j'appellerais en fait la réhabilitation de l'esprit. Merci.